De manière générale, comment tu présentes la techno? On a mis une description sur le QCM que je peux partager et qui va répondre un peu à cette question-là. Enfin, la description en une ligne, c'est un framework de développement de microservices Ouais. pour la JVM. Donc, il est écrit en Java, mais on peut l'utiliser en Kotlin ou en Scala si on veut, qui a été pensé pour tourner dans le cloud, plus précisément pour tourner dans un conteneur, et pour GraalVM, pour tourner en tant qu'une image native GraalVM. Ouais, j'avais ça en tête, c'était GraalVM, c'était quand même la nouvelle VM qui était faite pour être sur le serveur, quoi. Ouais, alors GraalVM, c'est un projet qui contient plusieurs choses. Il y a un framework de développement de langage qui s'appelle Truffle. Il y a une JVM qui est réécrite en Java, c'est-à-dire que dans la JVM, il y a des parties qui sont écrites en C++, entre autres le compilateur just-in-time et le garbage collector. GraalVM, il a réécrit tout ça en Java. Et un outil qui s'appelle Native Image qui permet de compiler en natif votre application. Et c'est GraalVM qui fait que les serveurs ils démarrent plus vite? Et une fois que votre application elle est en image native, elle va démarrer quasiment instantanément. On parle de dizaines de millisecondes pour démarrer. Ouais, alors qu'avant, les serveurs Java... Plusieurs secondes. Ouais, fallait se lever tôt, quoi. Ouais. Alors, ce qui est intéressant, c'est que comme Quarkus a été optimisé pour ça, ils ont pris des directions très fortes dans le développement du framework et dans la manière dont fonctionne le framework, qui fait que toutes ces optimisations vont aussi être intéressantes quand on déploie dans la JVM classique. Ouais. Donc même si on ne compile pas en natif, on va avoir quand même une application qui va démarrer assez rapidement en consommant très peu de mémoire au démarrage. Et du coup, Quarkus, c'est un framework tout en un qui va nous permettre qui permet de développer des applications serveurs, c'est ça? Oui, alors c'est vraiment comme ses concurrents qui sont Spring Boot, Micronaut, tous ces trucs-là. Donc c'est des frameworks de microservices qui vont intégrer plein de technologies pour accéder à des bases de données, des brokers de messages, pour développer des clients REST. Voilà. Donc ils intègrent un peu tout ça. Donc alors c'est modulaire, hein, bien sûr. Alors, donc on prend les parties qui nous intéressent. C'est plutôt pour des développements de type microservice ou Cloud Function, sachant qu'on peut faire aussi du client web si on veut, du site web si on veut. C'est faisable aussi. On peut quand même servir du HTTP et du HTML, du Java, du CSS. Ouais, si tu veux faire un bon vieux monolithe avec des JSP, il y a des extensions pour ça, quoi. Il y a des extensions pour faire du JSP. Ouais, je crois qu'ils ont des extensions. En fait, dans Quarkus, il y a des extensions qui sont dans le corps du framework, il y a des extensions communautaires. Et dans les extensions communautaires, il y a des technologies, il y a vraiment beaucoup de choses, dont des technologies un peu plus old school. Mais donc, il y a mais j'imagine que ça permet de rebrancher du legacy, quoi. Ouais, voilà, c'est un peu ça. L'intérêt, c'est que Quarkus se basant sur des standards, beaucoup des standards Jakarta EE ou MicroProfile. MicroProfile, donc Jakarta EE, c'était avant Java EE, donc c'est des gros standards pour le développement d'entreprise, mais entre autres, il y a les standards pour l'accès à la base de données, JPA, et l'injection de dépendance, qui sont quand même deux outils qui sont très utilisés. Et MicroProfile, c'est des petits standards légers qui ont été pensés pour le développement de microservices, pour le déploiement dans le cloud. Donc on va retrouver des standards autour de la configuration, des métriques, du client REST. Ouais. Et donc comme ça se base sur des standards, c'est facile de passer d'un framework à l'autre qui supporte ces standards. Ouais, je comprends. Oui, on retrouve Hibernate quand même. Ouais, alors... c'est pas JPA, c'est quand même plus haut niveau, quoi. Ouais, alors en fait, généralement, on va manipuler de toute façon JPA. Après, c'est Hibernate en dessous, ce qui est logique, puisque une partie des créateurs de Quarkus sont des créateurs d'Hibernate ou sont des contributeurs d'Hibernate. Et Panache, c'est quoi? Alors, Panache, c'est en fait une surcouche à Hibernate. Si tu connais un peu Spring a Spring Data. Ouais. Spring Data, ça va être une surcouche à JPA. Donc JPA, c'est Hibernate, souvent, la plupart du temps. Et donc avec Quarkus, on va pouvoir avoir Hibernate with Panache. On a aussi la même chose pour MongoDB, qui va être une surcouche à Hibernate ou une surcouche au client MongoDB, et qui va permettre d'avoir tout ce qu'il faut pour toutes les méthodes par défaut pour accéder à une base de données, sauvegarder, requêter la base, supprimer une entité, et ainsi de suite. Moi, la dernière fois que j'ai utilisé du Spring, c'était avec JPA qu'on faisait tout ça. Ouais. Souvent, on utilisait Spring Data qui arrive avec des repositories tout faits.
Là, c'est à peu près la même idée avec Panache, ça vous simplifie. Et il y a même en fait une simplification lors des écritures des requêtes où tu n'as pas besoin de mettre toute la partie de requête, tu mets juste la clause where et lui, il va aller réécrire tout pour toi. Ouais, c'était vrai, c'est vrai que c'est chouette. Et j'ai regardé la doc de Quarkus pour voir s'il nous montre un petit peu de code. Parce que c'est vrai que les Getting Started with Quarkus, ils étaient quand même... on a quand même l'impression que c'est assez simple le code et je me demandais justement, tu vois, si... Tout à fait. Donc il y a la documentation de Quarkus, c'est beaucoup dans des guides où en fait tu peux, de ce fait, tu peux assez facilement, tu lis la documentation, puis en même temps tu peux tout tester. Donc les Get It Started, c'est certains guides qui sont très très simples, mais sinon après tu vas sur la page des guides et tu peux trouver entre autres pour Panache, ils ont des guides qui vont te montrer comment transformer ton entité JPA en entité Panache par exemple, et qui te permet certaines simplifications. Finalement, j'avais l'impression qu'il y avait plus de sucre que ça, mais finalement, c'est relativement simple, quoi. Ouais, donc là, ce que tu vois là, c'est l'implémentation JackOS. Donc JackOS, c'est le standard pour l'écriture de web service REST. Ouais. Donc c'est assez trivial, quoi. Tu annotes ta méthode avec une ou deux annotations pour dire quelle est la méthode HTTP, quel est le pass sur lequel ta méthode elle doit répondre, et puis voilà, quoi. Ouais, les annotations, maintenant, on en utilise beaucoup en Java, quoi. Ouais. Ouais, donc souvent, en fait, en Java, quand tu vas utiliser un framework comme Quarkus, grosso modo, tu vas placer 2-3 annotations à certains endroits et tout le reste, c'est du code Java qui n'a aucun lien avec Quarkus ou aucun lien avec les specs. Ça, c'est un Java plain old object. Tout à fait, ouais, un Pojo. Un Pojo. Ouais. Ouais, effectivement. Oui, la doc est relativement accessible quand même. Ouais, et puis c'est vraiment du pas à pas. Tu copies-colles et la doc, généralement, ça marche, quoi. C'est vraiment ça qui est très très sympa. Il y a beaucoup de gens qui utilisent la CLI Quarkus. Je pense quand même. À chaque fois, il y a les 3 options qui sont proposées. Ouais, alors moi, au départ, j'utilisais Maven. Et maintenant, je passe sur l'utilisation de la CLI parce que elle est un petit peu plus facile. Il y a 2-3 trucs parce que voilà, avec Maven, parfois, pour passer des options, c'est un peu long. Et donc c'est vrai que c'est assez facile et en plus il y a quelques petits trucs que tu trouves que tu n'as pas. Par exemple, depuis la version 3, il y a l'update d'une version à l'autre qui est pris en charge par le framework. Et donc ça, tu l'as dans la CLI, donc tu as pas mal de trucs et c'est assez pratique. L'update d'une version à l'autre, ça implique de migrer du code ? Alors, généralement, pas grand-chose, mais comme Quarkus, c'est un framework qui veut avancer assez vite, ils ont parfois des breaking change. Alors, c'est pas d'une version à l'autre. Hein. Généralement, il y a une phase de deprecation et puis après, tu as le breaking change. Ouais. Mais pour pouvoir supprimer les vieux trucs, quoi. Et en fait, entre Quarkus 2 et Quarkus 3, il y a eu le passage de Java EE à Jakarta EE. Donc, en fait, quand Oracle a racheté Sun, il y avait entre autres Java EE, donc Enterprise Edition, qui sont un ensemble de librairies d'implémentation. Et donc, ils ont décidé de passer ça à la fondation Eclipse. C'est devenu Jakarta EE. Mais ils ont dit, tout ce qui était Jakarta EE, c'était dans des packages Javax. Tu vois, les packages qui commençaient par Javax. Et le problème, c'est que ce package-là, il appartient plus ou moins à Oracle. Voilà. Ouais. Donc, il a fallu renommer toutes les classes pour passer sur le package Jakarta. Et donc, ça, c'est un breaking change. Parce que Oracle ne partage pas veut pas ouvrir le code et... Si, le code est ouvert, mais c'est juste que normalement, les packages Java et Javax, c'est réservé à la JVM. Ouais. Voilà, donc il y a eu... je connais pas vraiment les détails, mais donc lorsque Jakarta est passé à la fondation Eclipse, ils ont fait alors au départ, ils n'ont pas bougé le package, mais après, ils ont changé tous les packages pour que ça commence en Jakarta. Ouais. Et donc c'était un gros changement. Et donc Quarkus, ils l'ont fait sur la version 3 et ils ont offert une commande dans le CLI pour pouvoir aller migrer automatiquement. Ouais. Donc il va aller regarder tout le code source, migrer les librairies, migrer tous les packages et ainsi de suite.